j'allais dire presque en tant qu'aîné, mais en même temps sur ce vécu-là. Pendant longtemps, la médecine du sport s'est consacrée surtout, j'allais dire, à la performance et au suivi des athlètes de haut niveau. Depuis 25 ans, si ce n'est 30 maintenant, moi je m'implique beaucoup plus que je ne l'ai fait auprès des sportifs de haut niveau vers les sportifs pratiquants, j'allais dire pour le plaisir ou pour le bien-être. Et aujourd'hui, l'Europe m'a chargé d'un travail de mission et d'audit sur toute la Méditerranée occidentale, c'est-à-dire depuis Naples jusqu'à Djerba, si on peut dire, puisque le Maghreb, par son observatoire maghrébin de la santé, s'est associé à notre démarche. Et donc le travail qui a été fait, ça a été d'abord un travail d'audit, justement, pour essayer de voir si les populations méditerranéennes sur ce côté-ci de la Méditerranée avaient à peu près le même profil, justement, aussi bien chez les jeunes, pour aller lutter contre la sédentarité et malheureusement ses conséquences qui sont la surcharge pondérale et l'obésité de l'enfant, et de l'autre côté de la pyramide de la vie, chez les seniors, pour bien voir que finalement, la dernière ligne droite, comme je l'appelle, il faut essayer de la passer du mieux qu'on peut. À quoi servirait de gagner 3 mois d'espérance de vie par an, c'est-à-dire un gros 1 an tous les 4 ans, si c'est pour passer les 10 dernières années de sa vie au fond d'un lit, dans un mouroir, quoi. J'exagère et je caricature, mais au départ, notre audit initial, ça a été ça. Ça a été de dire, OK, on a des paramètres aujourd'hui qui ont fait leurs preuves, et l'activité physique en est un. Les comportements alimentaires en sont un autre. Et donc, à partir de là, on va essayer de mettre en place des programmes communs dans nos pays comme l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal et puis les 3 pays du Maghreb, pour essayer d'avoir une politique commune concernant cette approche-là de la santé. Alors ça, c'est, j'allais dire, la trame globale du travail que je fais depuis une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, avec l'AFNOM, justement, on s'est impliqué de façon un peu plus approfondie sur ce problème de sport et santé. Et là, je participe sur des commissions nationales, entre autres celle du bien vieillir, mais aussi aujourd'hui le rapport qu'on a avec les mutuelles, parce que Stéphane, vous avez annoncé que la députée hier a dit le sport sur ordonnance c'est super, l'État va le financer. Pour l'instant, l'État n'a inscrit aucune ligne budgétaire pour développer le sport sur ordonnance. Ça veut dire donc, traîne, hein, parce que déjà l'année dernière, oui, on était sur ce sujet. À mon avis, ça traînera encore parce que ils n'ont pas du tout envie de le financer. Moi, je participe dans un groupe national à Paris avec l'ensemble des mutuelles en France, et les mutuelles attendent un geste de l'État. Or, ce geste ne vient pas. Les mutuelles sont prêtes à prendre le relais si c'est nécessaire, mais ça se fera au détriment, là encore une fois, des adhérents, parce que les mutuelles, elles vont augmenter leurs cotisations. S'il faut prendre en charge le suivi de ces personnes atteintes d'affections de longue durée, parce que le problème du sport sur ordonnance, il est pour l'instant dans la loi de santé limité aux gens atteints d'affections de longue maladie. Nous, ce qu'on voudrait, et je pense qu'on est tous d'accord ici, c'est qu'on voudrait que tout le monde puisse accéder, justement, à ce sport sur ordonnance. Moi, ça fait 40 ans, justement, ce matin encore et hier, j'avais cherché des éléments. J'ai travaillé, et je travaille encore avec l'Institut national de la santé du Québec. Et quand nous avons commencé à mettre en place Kino Québec il y a une quarantaine d'années, vous voyez que je commence à être âgé, eh bien, on était parti là-dessus. Et là, c'est l'État qui avait pris en charge au Québec ce suivi et le sport sur ordonnance. On n'en est pas là, apparemment. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me met en colère, parce que les promesses comme ça qui sont non tenues, ça sert à rien. Cette loi, elle a à peine 1 an, elle a été votée au mois de décembre, fin décembre, justement, pour que personne ne la voie. Et nous, quand on s'y est jeté dessus, on s'est dit, chic. Certains à Toulouse, par exemple, avaient commencé ça. Moi, ça fait 30 ans que j'ai commencé le sport sur ordonnance. Mais à l'époque, c'était fait j'allais dire, en loup cédé. C'est-à-dire que nous, on essayait de voir le plus grand nombre de personnes possible dans nos centres d'évaluation de la condition physique, psychologique et nutritionnelle, comme je les appelle. Mais il n'y avait aucune aide, sinon celle des collectivités. Et aujourd'hui encore, cette loi, si elle veut développer le sport sur ordonnance, elle se repose sur le bon vouloir des collectivités territoriales. Ça veut dire les communes, les métropoles qui vont devoir encore faire le rural. Je sais que certains d'entre nous, Joël tout à l'heure, qui est l'ancien conseiller régional chargé du sport, est sur un projet où il veut développer dans le rural, comme nous à la Fédération nationale des offices des sports. Mais donc
Le sport sur ordonnance, oui, et on le veut vraiment. Mais quand du cœur. Mais quand aurons-nous les financements pour cela? Moi, je me souviens toujours de la première commission nationale du bien vieillir. C'était Raffarin qui était Premier ministre à l'époque. Quand on m'a demandé d'être à Paris tous les mois pour mettre en place le programme, aussi bien le PNNS, le Programme National Nutrition Santé, que le programme justement d'évaluation des seniors pour savoir quelles pratiques ils pouvaient faire. À l'époque, ils nous avaient invités à venir tous les mois à nos frais. Il n'y avait pas une ligne budgétaire d'installer. Moi, j'ai dit au ministre de la Santé de l'époque, je m'excuse, mais je ne reviendrai pas tant que vous n'aurez pas mis une ligne budgétaire. Aujourd'hui, dans les ARS, dans les agences régionales de santé, ils ont mis une petite ligne budgétaire. La conférence des financeurs finance des projets comme celui du Gard, par exemple, où les kinés seront l'interface entre les structures d'éducateurs sportifs qui feront l'activité physique adaptée pour ces malades atteints de maladies de longue durée. Mais en dehors de certaines expériences financées sur une année ou 2 années, ils n'ont pas les moyens d'assurer une continuité dans le financement de cette opération. Alors on a des structures qui fonctionnent. Sur Toulouse, il y a Eformib. Nous ici, avec le Centre départemental de médecine du sport, nous voyons à peu près entre 5 et 10 000 personnes qui assurent justement l'évaluation et les possibilités à partir des limites de ces gens atteints de maladies parfois chroniques graves. Je pense aux Parkinsoniens, même les Alzheimer qu'on a commencé à essayer, à qui on a commencé de proposer des activités physiques. Et vraiment, au bout de 2 ou 3 ans, on s'aperçoit que c'est extraordinaire de voir, surtout pour les aidants accompagnants, ces fenêtres de lucidité que l'activité physique adaptée, un cerceau, un ballon transmis de l'un à l'autre, permettent d'ouvrir. Et ça, c'est peut-être l'avenir. Mais encore faudra-t-il trouver les financements. Il y a quelques villes en France qui ont accepté de financer ça. La première, ça a été Strasbourg. Il y en a d'autres comme Biarritz. Ici, sur 7, on est en train de développer cette opération. J'en étais à l'initiative il y a 2 ans avec mon ami commun, le maire de 7. Il y a sur la Réunion, tout à l'heure, je discutais avec l'adjoint au sport de Mayotte. Il me disait qu'il voulait développer ça. Je leur ai dit, allez voir à la Réunion sur la ville de Saint-Paul. C'est la commune qui finance. Mais financer, ça veut dire 500 € par an, par personne. Quelles communes, des petites communes moyennes de 10, 20, 30 000 habitants pourront se permettre de financer ça des années durant? L'intérêt, ce sera d'assurer un continuum. Si on ne l'assure pas, eh bien, on en sera toujours resté aux bases et on ne pourra pas, malheureusement, développer cette opération comme une opération merveilleuse. C'est la première fois que dans une loi de santé, on inscrit l'activité physique comme un moyen thérapeutique non médicamenteux. Ça, c'est la grande avancée. Mais c'est un vœu pieux s'il n'y a pas derrière une ligne budgétaire pour le mettre en place. Voilà, je voulais lancer le débat là-dessus. Non, mais voilà. C'était mon intro et en même temps mon coup de gueule, parce que si l'État ne s'implique pas dans cette affaire-là, eh ben, ce sera un projet mort-né. Voilà ce que je voulais dire. Et on remarque l'état de forme de M. Bénézis qui, dès le matin, prend les choses en main sur cette table ronde et on sent quand même qu'il, comme on dit dans le jargon, il met le pied dans la porte, quoi. J'ai déjà fait 3 heures de consultation depuis 6h30 ce matin. C'est pour ça que je suis en forme, là. Vous avez vu, il y a un planning très chargé pour M. Bénézis, quand même. Là, on le constate. Donc, et ça met bien en lumière ce que vous voyez sur le terrain, sur ce qu'il faudrait faire et l'incapacité à le faire parce que, effectivement, on est un petit peu en haut, bloqué par des choses, et cette ligne budgétaire dont vous parliez, qui pose quand même problème sur le terrain, alors que eux, les médecins, ils voient des choses, ils voient comment on pourrait avancer, mais que c'est difficile. Je vais transmettre le témoin à Jackie Benoît, qui a été formidable l'année dernière. Je ne sais pas si vous étiez avec nous pour la table ronde. Elle a été formidable d'enthousiasme. Elle a fait passer de vrais messages, et on l'attend sur cette même dynamique, parce qu'elle a pas fléchi cette année, Jackie. Toujours médecin-chef ou... Non, on oublie cette appellation. Bon. Rentrez, s'il y en a qui veulent. Voilà, je vois qu'il y a quelques petits retardataires. D'ailleurs, si vous avez, monsieur Cyril Cloup, un petit mot juste de vos responsables pour justifier de votre retard ici. Voilà. On enchaîne avec Jackie. Voilà, tu comprends, on essaie de suivre les exemples. Hein. Alors, le coup de gueule, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que nous, on veut qu'il se passe quelque chose sur cette tribune? Alors, déjà, moi j'ai préparé un diaporama. Donc il va falloir que je m'en aille. Non, mais il va falloir que je mette mes lunettes si je dois le faire défiler. Les lunettes, c'est remboursé en revanche par la sécurité. Mal. Les lunettes.
Les mutuelles prennent en charge, non? Je sais pas, je me rends pas compte. Il y en a au moins une en France qui prend en charge, elle va plus vite. On y va, bien sûr. Vous poserez les questions après parce qu'il y a je suppose qu'il y a des interactions à mettre en place entre vous. Merci, Marie-Lise. Oui. Voilà. Bon, bah, écoute, c'est formidable. Voilà, on s'est mélangés. Voilà, super. Bon, merci, merci. Bon, bien écoutez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour votre présence. Je suis là aujourd'hui compte tenu de mon implication au comité régional olympique et sportif Languedoc-Roussillon. Alors, au comité olympique, nous avons rêvé des Jeux olympiques, c'est fait, mais nous rêvons aussi que chacun puisse pratiquer dans son territoire l'activité physique de son choix et qu'il trouve une activité physique adaptée à ses capacités. C'est vrai qu'on a souvent une image olympique, sport de haut niveau. Vraiment, dans les valeurs de l'olympisme, dans l'éthique de l'olympisme, il y a également cette volonté forte de travailler sur le sport santé. Le sport santé, c'est une thématique majeure du comité olympique. Pour cela, le comité national a élaboré un document qui est le médico-sport santé. Alors, le voici. Il fait 572 pages. Si certains d'entre vous souhaitent le feuilleter au terme de cet atelier, je le tiendrai à votre disposition. C'est un document important. Alors, bien évidemment, vous pouvez le télécharger. Vous avez le site donc du comité national où vous trouverez ce document. Vous le trouverez, sur Google, vous mettez Comité national olympique et sportif, médico-sport, ça vous orientera tout de suite également. Vous le trouverez dans sa forme actuelle, sachant qu'il va être enrichi de mise à jour, sachant aussi qu'il va être converti en fiche Vidal de façon à faciliter la prescription par les médecins. Une rubrique activité physique va être ouverte et il y aura des fiches donc qui normalement devraient être opérationnelles à la fin de cette année. Ce médico-sport, il contient d'abord des principes généraux sur les bienfaits de l'activité physique. Ensuite, une partie qui est très intéressante parce qu'elle détaille, elle ouvre des pistes sur actuellement cette thématique. C'est cette thématique, vous voyez qu'il y a d'une part des cohortes, des groupes qui sont les seniors et d'autre part, sport et vieillissement, on va dire les seniors, et puis activité physique chez l'enfant et l'adolescent. Et ensuite, vous avez des corpus par groupe pathologique qui sont d'une part les maladies métaboliques. Alors, vous le savez, classiquement, on corrèle toujours obésité, diabète, compte tenu de la forte prévalence, incidence de ces deux problèmes. Sport et cancer, maladies cardiovasculaires, appareil locomoteur et troubles psychiques et activité physique, dans lesquels on trouve, c'est un petit peu complexe, il y a à la fois la prévention des états dépressifs, les repérages des difficultés d'intégration sur certains états psychotiques et les addictions. Je ne vais pas vous le détailler. Alors ensuite, vous avez un rappel des différents types de prévention et ensuite la liste et l'exposé des 35 fédérations sportives qui, dès à présent, ont construit des projets sport santé. Notre rôle au CROSS est d'être un lieu ressource, être une interface, parce que nous sommes convaincus qu'il faut travailler ensemble, en cohérence, en synergie, en utilisant notamment le maillage territorial des fédérations qui sont en train de travailler de façon à ce que, là encore, de façon homogène, pour avoir des évaluations globales, on puisse trouver de plus en plus de projets sport santé. Oui, ça, je vais parler un petit peu du cross quand même. Comme cette démarche est un petit peu difficile, nouvelle quand même pour certaines fédérations, il y a une formation qui n'est pas réservée au monde fédéral, qui peut concerner tous les salariés s'occupant de pratiques sportives pour savoir construire un projet sport santé. Alors,
Dans cette formation, il est prévu de beaucoup travailler les types de prévention. Lorsqu'on est dans une collectivité territoriale, il faut trouver son mode, son cadrage d'action préventive, en sachant qu'il y a beaucoup de porosité. Il y a 3 cadres, si vous voulez. Le premier cadre, c'est la définition des préventions selon l'Organisation mondiale de la santé. On est plutôt sur un logiciel pathologie, problème de santé. Prévention primaire destinée à tout public pour prévenir l'apparition de pathologies et assurer un meilleur état de forme. C'est là qu'on trouve notamment les recommandations sur l'activité physique et sur la sédentarité. Vous aurez remarqué que pour nous simplifier les choses, on a dissocié les deux. Moi, je vais être honnête, au début, je me disais c'est la même chose. Actif, pas sédentaire. Hein? Non, c'est... Alors, il y a maintenant des définitions qui vont servir de support à des études randomisées. Hein. Donc, l'activité. Si vous ne voulez pas être inactif, vous devez respecter les recommandations du programme national nutrition santé, soit une demi-heure d'activité physique ou sportive par jour ou 2h30 par semaine. Si vous ne voulez pas être sédentaire, ça veut dire que pendant votre temps d'éveil, assis ou allongé, vous devez... des yeux, ça compte ou pas? Je ne sais pas. Non, je crois qu'il va falloir chercher. Non. Alors, il faut toutes les 1h30 faire une pause active de 3 à 5 minutes. Alors, position allongée, je le laisse à votre initiative, à votre inventivité. Ou à mon appréciation. Appréciation. Position assise. Alors, c'est vrai que maintenant, on entend dire des choses en disant, voyez, par exemple, les fumeurs qui se lèvent pour aller fumer leurs cigarettes, mais finalement, ils ne sont pas sédentaires. C'est bon. C'est bon. Alors, eux, c'est bon. Voilà. Alors, je crois que quand même, il faut se lever pour aller respirer et pas pour aller fumer. Voilà. Donc, cette prévention, voilà, voilà, mais c'est pas pour me dissiper. Mais non. Voilà, alors, cette prévention primaire, c'est ça. La prévention secondaire, on a déjà un problème de santé débutant, mais par l'activité physique et sportive, on va ralentir l'évolution, limiter les conséquences, le diabète notamment. Et puis, prévention tertiaire, là, oui, il y a un gros problème de santé, mais malgré tout, l'activité physique et sportive reste recommandée pour prévenir les récidives. Beaucoup d'études le mettent en évidence pour les cancers et limiter les incapacités. Ça, c'est la définition un petit peu médicale. Vous avez une définition qui est plus sociologique et qui date de 82, c'était M. Gourdon qui avait fait ça, mais ça reste d'actualité. Vous avez une prévention universelle qui s'adresse à tout le monde. Vous avez une prévention orientée, par exemple le sport en entreprise. Bon exemple de prévention orientée qu'il faut travailler de préférence avec les services médicaux du travail. Alors j'aperçois quelqu'un dans l'assistance qui maîtrise très bien ce genre de projet, n'est-ce pas? Voilà, il se reconnaît. Et puis, par exemple, au niveau du CROSS, nous avons construit, sans exclusive, un projet, Work and Move, qui est construit avec les médecins du travail. Ça, c'est une prévention orientée. C'est-à-dire qu'on court autour du camion de la médecine du travail, ça marche, ça? Non, alors si vous voulez que je détaille un tout petit peu, en général, ce qu'on observe dans ces projets en entreprise, alors on ne sait pas pourquoi, mais là encore, je vais être aidée par ces femmes, les femmes choisissent souvent la pause méridienne pour aller faire un petit peu de gymnastique, de marche, de pilates, enfin que sais-je. Et les hommes, eux, ils choisissent plutôt une activité sportive organisée par leur entreprise, mais à la fin de leur horaire de travail. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est parce qu'en fait, ils veulent rentrer plus tard. Oui, je crois qu'il y a un petit peu de ça. Je crois que les femmes, elles continuent à vouloir rentrer plus tôt pour s'occuper de la maison. Voilà, oui, c'est ça. En fait, c'est bien quand le repas est prêt, quand on arrive. Voilà. Bon, il l'a dit, voyez, comme ça m'évite. Bien évidemment, il y a 90% on va dire, de second degré. Hein. Voilà. Ça va, messieurs, là, vous vous sentez bien solidaires, là, hein? Voilà, bravo. Nous aussi, on se sent solidaires aussi. On va gérer ça, on va y réfléchir. Et puis après, vous avez la prévention ciblée qui, alors là, s'adresse à des groupes qui ont déjà des problèmes. Et puis après, vous avez la définition de M. Flageolet, que vous connaissez aussi. Alors là, elle est beaucoup plus récente, elle est de 2003, 2008. Voilà. Donc là, si vous voulez, ça introduit la notion de... En fait, il y a une prévention universelle. Chacun devient acteur de sa santé.
on retrouve des actions de promotion de la santé et d'éducation thérapeutique. Et puis après, pour une collectivité territoriale, ça peut se décliner en fonction de public, de territoire, de groupe. On retrouve là les politiques de la ville, etc. Voilà, j'ai un petit peu détaillé les préventions, mais c'est ce qui est fondamental dans l'activité physique et sportive. Et comme je sais qu'il faut être bref, voilà, oui, et comme Monsieur Bénézis a excellemment parlé du sport sur ordonnance, je n'y reviendrai pas. Merci d'avoir dit des choses un peu désagréables et d'avoir exposé les problématiques. Simplement, ça c'était simplement un tableau pour vous rappeler les niveaux de formation, de façon à pouvoir rentrer dans le cadre des dispositifs qui, je le redis moi aussi, malheureusement sont encore dans le champ des collectivités territoriales et des mutuelles. Voilà. Donc ça, c'est le décret lui-même, ce n'est pas la lettre d'explication du mois de mars. Donc vous le voyez, des limitations lourdes où l'on voit intervenir des professionnels de santé, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychométriciens et enseignants en activité physique de niveau universitaire, formation à part. On est tout à fait entre nous, on peut penser que dans ce groupe-là, ce sont une fois de plus les kinésithérapeutes qui, eux, vont bénéficier de prise en charge individuelle par l'assurance maladie. Et puis ensuite, l'absence de limitation fonctionnelle qui s'est un petit peu affinée avec des limitations moyennes et modérées, où là, il est prévu un plan de formation. Dans le champ fédéral, c'est le comité national qui validera les niveaux de formation. Je vais terminer avec vraiment un message pour vous dire que l'ensemble du monde fédéral est à votre disposition pour permettre de s'associer à des projets de collectivités territoriales ou de les relayer, parce que certaines actions sont construites comme des projets passerelles, pour amener à une activité physique un public fragile, vulnérable, exclu. Mais ensuite, l'idéal est de pouvoir pérenniser. Une fois que vous leur avez donné le goût d'une activité physique, je crois que là encore, il faut construire des partenariats pour que tout le monde fédéral soit à votre disposition pour, en complémentarité, en partenariat, relayer vos actions sport-santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jackie. Honnêtement, avec les années, Jackie, vous êtes à un même niveau de performance, quoi. Il n'y a pas de... Les années, vous, c'est... Merci en tout cas. Voilà, on en discutera, on s'expliquera après. Merci. C'est clair. Je parlais effectivement sur cette démonstration, très parlante avec cet appui vidéo. On enchaîne ? On enchaîne avec Marie-Liesse d'Auvergne. D'Auvergne, enfin c'est c'est pas grave. C'est pas grave. Faute de frappe. Voilà. Avec un U. D'Auvergne. Marie-Liesse, pardonnez-moi. Hop là. Voilà. Vous allez nous présenter. Donc moi je vais vous parler, et je remercie Jackie qui a dû le faire exprès, mais de finir sur la pérennisation de l'activité physique qui est vraiment notre cheval de bataille. Donc moi je vais vous parler des Formip, l'association que j'ai le plaisir de diriger depuis un peu plus de 2 ans maintenant, qui est effectivement basée à Toulouse, qui a été créée il y a 13 ans, donc plus d'une dizaine d'années maintenant, par le professeur Rivière et le docteur Frédéric Depièce, à l'époque pour exercer une activité l'échelle de Midi-Pyrénées, d'où le MIP, donc, qui à l'époque voulait dire Midi-Pyrénées, qui va très bientôt, après notre prochaine Assemblée Générale, vouloir dire autre chose. Et donc, suspense. Non, on reste Formip parce qu'on a un nom qui commence à être un peu connu et reconnu. Mais voilà. Et donc l'objet de l'association, ça a été effectivement le professeur Rivière comme des médecins je sais, il travaille beaucoup avec le docteur Bénézis depuis longtemps, prescrivent depuis très longtemps l'activité physique et n'ont pas attendu effectivement la loi et le font depuis une 30aine d'années. Et le professeur Rivière a souhaité favoriser le développement auprès d'autres praticiens de cette prescription. Et pour ça, il s'est posé le problème de comment prescrire et après comment orienter.
Donc l'objectif de notre association, c'est de modifier durablement le comportement des patients porteurs de pathologies chroniques les plus sédentaires. C'est vraiment, nous on s'adresse à ceux qui sont le plus éloignés de toute activité physique en les accompagnant dans l'adoption d'un mode de vie plus actif. Alors j'ai bien dit pathologie chronique, et c'est vrai que depuis la création de l'association, et Christian le soulignait tout à l'heure, pour l'instant la loi de 2016 parle des affections de longue durée, qui sont certaines pathologies chroniques. Nous, on a toujours travaillé pour des patients de tout type de pathologie chronique, donc c'est plus large, et on continue, qui peut le plus, peut le moins. Voilà. Donc pour atteindre cet objectif, ou tenter de l'atteindre, on mène 2 types d'actions. De la formation, premièrement, formation des médecins à la prescription de l'activité physique et des intervenants sportifs à l'encadrement de ces activités physiques pour les porteurs de pathologies chroniques. Et ensuite, on a un dispositif d'accompagnement des patients pour les soutenir et les soutenir, c'est ça, dans une pratique régulière, sécurisée et avec un programme totalement individualisé. Alors l'objectif de notre formation pour les médecins, c'est d'apprendre à prescrire l'activité physique ou de réapprendre. Alors c'était 0 pendant des années, c'est maintenant, en fonction des facultés de médecine, quelques heures, mais vous conviendrez que sur une dizaine d'années d'études, c'est relativement peu. Parfois, ça peut être bien d'approfondir. Et puis, on permet aussi aux médecins qui suivent notre programme, du coup, de recourir à un programme d'accompagnement des patients les plus éloignés de toute activité physique. Pour les intervenants sportifs, ça va être de développer leurs connaissances en matière de sport santé, d'acquérir des outils et des compétences pour encadrer l'activité physique des porteurs de pathologies chroniques. Alors, pour rejoindre ce que disait Jackie, on se positionne vraiment sur ceux qui n'ont pas de limitation ou qui ont des limitations minimes, pour faire référence à l'annexe 3 de l'instruction. Et on leur permet aussi de s'appuyer sur un réseau expérimenté dans l'accueil et l'accompagnement des patients. Là, je vous l'ai mis, je suppose que les diaporamas seront accessibles quelque part après. Donc, si vous voulez. On fera en sorte. Hein. Voilà. Donc, je vous l'ai mis juste pour information, notre programme de formation de cette année. D'autant que maintenant qu'on est à l'échelle d'une nouvelle grande région, on vient sur Montpellier, sur Perpignan. Enfin, voilà, on commence à faire des formations. En gros, juste pour former un médecin, par exemple, à prescrire des activités sportives, ça dure combien de temps? Alors, ça coûte combien? Voilà, c'est ça. Hein. C'est 7 heures. C'est le module 1 et 2 modules 3 pour les médecins. Le module 2 étant réservé, en tout cas prioritairement pour les encadrants sportifs. Donc on est sur 2 jours à peu près. Oui, on est sur 2 jours, sur 2 jours de formation répartis dans le temps. Et c'est pris dans le cadre du DPC. Donc le DPC, c'est le développement professionnel continu des médecins. Donc en gros, c'est pris en charge dans le cadre de leur formation continue. Donc voilà, ça peut s'ils le souhaitent. Voilà. Là, je vous ai mis quelques chiffres clés pour vous montrer que depuis effectivement plus de 12 ans maintenant, on a formé un certain nombre de professionnels et d'intervenants sportifs. Donc plus de 300 médecins, presque 900 intervenants sportifs, en organisant des sessions de formation sur tout le territoire Midi-Pyrénées et maintenant un petit peu plus large. Par rapport à ça, juste une petite remarque. On adresse les patients qui nous sont envoyés par les médecins uniquement à des intervenants sportifs qui ont suivi la formation. Après, ils exercent dans des structures associatives, dans des collectivités territoriales. On travaille exclusivement avec le secteur associatif et les collectivités. Mais donc là, vous voyez le dernier chiffre, 810 structures avec des intervenants formés depuis 2006. Mais dans ces structures, on adresse bien à quelqu'un qui a suivi notre formation. Alors, et formé finalement pour un médecin qui a suivi le programme, la formation, ça va être pour quel patient? Donc parmi toutes les thérapeutiques non médicamenteuses, l'activité physique c'en est une, et dans l'activité physique, il y a plusieurs possibilités en fonction du patient. La kinésithérapie, le réentraînement, il y a des programmes de réentraînement dans certains centres hospitaliers notamment, il y en a au CHU de Toulouse, mais je suppose qu'il y en a aussi côté Languedoc-Roussillon évidemment. Et former peut être une solution, et bien sûr les patients peuvent tout à fait pratiquer en autonomie, en s'inscrivant tout seul dans des clubs. Voilà, tout est possible. Alors, Reformip, là-dedans, ça va être pour quel type de patient? Alors, porteur de pathologie chronique, je l'ai dit, ALD ou autre, première chose, avec des limitations fonctionnelles minimes ou sans aucune limitation fonctionnelle.
des patients qui sont éloignés de toute activité et qui ont un besoin d'accompagnement et de soutien motivationnel. Je crois que c'est Monsieur Machu tout à l'heure, pour ceux qui étaient là à la première intervention ce matin, qui indiquait que le sport compétition, le sport de haut niveau, celui qu'on voit à la télé, pour certains, c'est un peu un repoussoir. C'est-à-dire que ça fait peur. Quand on voit Usain Bolt ou des joueurs de rugby, on se dit « Ah non, le sport, c'est vraiment pas fait pour moi. » quoi. Donc voilà, nous, on est là pour dédramatiser les choses et leur permettre de trouver une activité la plus adaptée à leur situation. Alors, l'entrée dans le programme se fait toujours par le médecin. Voilà, c'est le médecin qui va faire une consultation d'inclusion avec la prescription de l'activité physique. On a jusque-là des financements de l'Agence régionale de santé notamment pour rembourser aux médecins cette consultation à hauteur de 35 €, notamment parce que c'est une consultation qui est plus longue que la consultation classique qui, je crois d'après les chiffres de la Sécu, c'est 11 minutes à peu près en moyenne. Bon, 11 minutes, on peut pas faire une prescription d'activité physique, même si c'est pour un patient qu'on connaît et qu'on traite. Ensuite, il y a une prise de contact avec notre association qui se fait généralement par téléphone. On leur réexplique, le médecin l'a déjà un peu fait, mais on approfondit le programme. Il y a un entretien initial qui permet de connaître leur situation personnelle et professionnelle, pour savoir où ils habitent et ce qu'ils ont envie de faire. Parce que la meilleure activité physique, c'est une qui sera compatible évidemment avec la prescription, mais c'est aussi une qui fera plaisir et donc qu'on aura envie de poursuivre longtemps. Et donc on les oriente, on les met en relation avec un ou plusieurs intervenants sportifs, et je redis bien, qui exercent dans le secteur associatif ou des collectivités territoriales. Et ensuite, ils peuvent faire une séance d'initiation, de découverte avec l'intervenant sportif, et si tout se passe bien, s'inscrire. Et là, on a un soutien financier, là aussi grâce à la Direction régionale jeunesse et sport, à l'ARS, à des partenaires privés comme la Mutuelle des sportifs. On a un soutien financier pour l'adhésion en club, une année, non reconductible, mais ça permet de lever certains freins financiers, en tout cas, voilà, pour ça. Et ensuite, c'est un programme qui s'étale sur une saison sportive, donc 9 à 10 mois à peu près. Donc sur ces 9 à 10 mois, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un suivi médical à mi-parcours et à la fin, en plus de la consultation. Il va y avoir une pratique régulière. Alors, on essaye que ce soit 2 séances encadrées par semaine et on demande à l'intervenant sportif de recommander une 3e séance en autonomie, en complément, avec des exercices qui peuvent être complémentaires ou renforcer ce qui est déjà fait en club en fonction de la prescription. Et puis, un test d'évaluation de la condition physique qui est réalisé déjà dans le club au début pour faire le point sur la condition physique. C'est pas un test d'effort, c'est pas un test médical, c'est vraiment basé sur les tests du CNOSF d'ailleurs, sur certains des ateliers des tests du CNOSF. Et nous, on a en support un coaching sport santé avec des conseils d'activité physique et de lutte contre la sédentarité. Parce qu'on parle bien, Jackie l'a dit tout à l'heure, de 2 choses différentes. Il faut prendre l'image d'une pyramide où vous avez bougé en bas. Voilà, faut bouger. D'ailleurs, s'il y en a qui ont envie de se lever un moment et de bouger pendant la matinée, je pense que personne ici sera perturbé. Et moi, je l'ai fait un peu ce matin. Voilà. Il y a bougé et ensuite, je me suis levée à un moment. Je suis allée au fond de la salle. J'ai essayé de le faire discrètement. Ça vous a pas perturbé, donc voilà. Mais j'ai pas vu. Voilà, tant mieux. J'ai essayé d'être discrète. Et non, voilà. Donc bouger dans tous les jours et multiplier les occasions de bouger, l'escalier plutôt que les ascenseurs. Enfin bon, on n'a pas toutes les occasions de bouger. Et après viennent les activités sportives, enfin les activités physiques et sportives, plus encadrées et tout ça. Et la compétition, tout ça, ça va être tout en haut, mais c'est vraiment pas obligatoire pour être en bonne santé, en tout cas, pour se faire plaisir et tout, évidemment, mais ça, c'est autre chose. Donc, nous, on a un dispositif d'accompagnement des patients avec une évaluation régulière de la motivation, de la qualité de vie et du niveau global d'activité physique, un soutien motivationnel, des stages qui sont proposés pendant les périodes où les clubs parfois ferment, et un test de condition physique intermédiaire. Le premier est fait en club, il y en a un dernier, vous allez le voir, qui est fait aussi en club, et nous on en propose un à mi-parcours. Donc à la fin, il y a un bilan médical qui est effectué. On demande au médecin de refaire un certificat d'absence de contre-indication. Alors je sais que c'est pas obligatoire maintenant tout le temps. Là on parle de patients qui ont des pathologies chroniques. Ça me paraît pas gênant d'en refaire un au bout d'un an. C'est pas. Mais bon, je ne suis pas médecin, je laisserai éventuellement ce débat à d'autres. Ceci dit, de remettre un certificat d'absence de contre-indication à ce moment-là, c'est vraiment réinscrivez-vous en club. Là aussi, le médecin peut avoir un rôle. Le bilan sportif avec un test de condition finale est effectué dans le club évidemment, avec l'incitation à se réinscrire. Et puis il y a un entretien final avec nous. On fait le bilan de l'année, on leur envoie les résultats de tous leurs tests. Voilà. L'évaluation de tout ça, on le fait 6 mois après la sortie du dispositif, en faisant une enquête auprès des personnes qu'on a pu accompagner. Et on en a plus de 70%, 6 mois après, qui poursuivent,
qui sont alors poursuivre en autonomie ou en se réinscrivant au club, vous le verrez après. Mais voilà. Donc on a un certain nombre d'outils qui ont été développés pour prescrire l'activité physique pour les médecins. C'est le format d'ordonnancier, là c'est le orange. Un livret sport santé pour les patients, les tests d'évaluation de la condition physique, les questionnaires. On fait des entretiens motivationnels, on est une personne qui est formée à ça. On a développé nous-mêmes en interne un logiciel. Voilà. Donc en gros, combien ça concerne de personnes sur plus de 3000 patients accompagnés aujourd'hui. Vous voyez avec une progression en nombre ces dernières années. Et là, je vous ai mis le détail pour l'année 2016, parce que je n'ai pas encore les chiffres pour 2017, sur la pérennisation de l'activité physique, avec presque 60% qui poursuivaient en club. Et dans ceux qui ont abandonné, il y a près de la moitié des abandons qui sont liés à une évolution de la pathologie. Donc, ce qui fait aussi... Et pour finir, juste vous dire qu'on est aussi un outil au service des territoires et on a déjà des partenariats avec certains territoires et je reconnais certaines personnes dans l'assistance. C'est un programme qui est à la disposition des acteurs territoriaux, puisque les médecins ils exercent bien sur des territoires et les encadrants sportifs, que ce soit des associatifs ou des territoriaux, pareil. Donc on a vraiment une volonté de former de médecins et intervenants sportifs sur des territoires cohérents pour qu'il y ait une offre intéressante, c'est-à-dire le médecin s'y prescrit mais qu'il n'y a qu'un seul intervenant sportif dans le périmètre, ça va être aquagym ou aquagym. Si j'ai pas envie de dire de l'aquagym, voilà. Ou ça va être marche nordique ou marche nordique. Donc l'idée c'est d'avoir 3, 4, 5 si possible offres différentes pour trouver chaussures au pied de tout le monde. On a des outils, bien sûr, pour les membres du réseau et les partenaires. Je vous en ai présenté certains. Et puis, l'accompagnement qu'on peut faire nous-mêmes ou on peut le déléguer, apprendre la méthodologie à d'autres, qui est vraiment la clé du dispositif et de la modification durable des comportements. Voilà. Écoutez, j'espère pas avoir été trop longue. Merci beaucoup, Marie-Lise, d'avoir porté, en tous les cas, le message de votre... association et de l'avoir fait de manière très claire, très structurée. J'ai vu certains d'entre vous prendre des petites photos effectivement pour figer l'instant, en tous les cas, sur les choses qui intéressaient les uns et les autres. Juste avant de passer la parole à Romain, alors Monsieur Benezis qui, juste avant ses consultations, quand même veut marquer le coup en fait. Il veut. Et après, juste 2 questions et on passe la parole à Romain pour casser le rythme. Merci Stéphane. Merci Marie-Lise, c'est toujours aussi brillant et je sais d'où tu tiens ça. C'est mon ami Rivière là, qui a mis au point ce programme formidable. 2 ou 3 petites choses. La première, c'est en amont, n'importe quel médecin ne peut pas faire ces bilans. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et nous souhaitons justement, à travers les formations qui sont proposées, à travers les universités respectives, à Toulouse comme à Montpellier, nous, mettre en place ces formations continues pour certains, mais propédeutiques pour d'autres. Parce que c'est facile, une ville dit on va faire sport sur ordonnance et puis tous les médecins disent nous on veut y participer. Quand on voit 50 malades par jour, je ne vois pas comment on peut prendre le temps de passer 30 ou 40 minutes par patient porteur d'affections chroniques. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, et ça aussi c'est des adages, il faut les rappeler, le corps ne garde pas la mémoire de l'activité si elle n'est pas continue. Et nous pensons qu'en gros, 1 jour sur 2, tous les jours si c'est possible, comme l'ont dit aussi bien Jackie que Marie-Lise, c'est important. Mais encore, tout à l'heure, Jackie, tu disais la position allongée active, sauf à faire des choses sous l'édredon, je ne vois pas comment ça peut apporter beaucoup dans le repoussoir de la sédentarité. Donc, toutes les activités ne sont pas identiques. Pour avoir l'équivalent d'une demi-heure de footing, il faut faire plus d'1 heure de marche, 1 heure et demie. Et en marche, c'est pareil. La marche active, elle est positive. Mais là, par exemple, ce que je fais, moi, depuis tout à l'heure, c'est je suis là à faire des petits pas, je peux les jeter à la poubelle tous. On dit qu'il faut faire 6 à 10 000 pas par jour, dit plutôt 8 ou 10 000, mais encore faut-il qu'ils soient tous actifs. On avait fait un travail avec la Fédé de gymnastique volontaire avec des podomètres de contrôle. Et là, on a eu la surprise sur les 100 premiers avec nos logiciels de voir que les 100 personnes qui avaient essayé de faire leurs 10 000 pas, les 2 tiers, elles pouvaient les jeter, quoi. Parce qu'ils n'étaient pas actifs sur le moteur cardiovasculaire, sur la carrosserie articulaire ou musculaire. Et donc tout ça,
ça nécessite des aménagements et donc Eformib le fait bien. Et nous essayons dans nos centres d'évaluation de la condition physique, justement, d'apporter ces éléments-là pour bien dire aux gens, il y a 3 critères, 3 règles d'or qui sont le dosage, la progression et le continuum, la continuité. Ensuite, et je finis par ça, Stéphane, on a essayé de mettre au point avec les différentes fédérations, comités départementaux ou éducateurs sportifs qui sortent du master APA, par exemple de notre FRSTAPS, de mettre en place des tests d'auto-évaluation. On voudrait que les individus qui rentrent dans ces dispositifs, ils puissent s'auto-évaluer au bout de 3 mois, 6 mois, 9 mois, sans attendre d'aller chez le médecin ou dans les centres où nous faisons ces évaluations, j'allais dire presque en laboratoire, pour essayer de voir s'ils ont progressé. Le test de montée d'escalier, tu l'as cité, Marie-Liesse, ça me paraît être le plus intéressant. Il est aujourd'hui agréé à l'échelle internationale, en tout cas européenne. Le matin, quand nous apportons le café ou le thé à madame, si on doit s'arrêter 3 fois sur les 20 marches d'escalier qu'on monte, c'est qu'il y a un problème, quoi, hein. Et on n'a pas besoin d'aller voir le docteur pour le signifier. Ensuite, les tests de vigueur musculaire, ils sont importants aussi. Chez les jeunes, on fait faire des tests de redressement pour tester les abdos fessiers. Chez les plus âgés, on fait des tests de vigueur musculaire des membres inférieurs. À partir d'une position assise, ils ont 1 minute pour se relever, se réasseoir, sans s'accouder. Il y a un point à moins chaque fois qu'ils vont s'accouder. C'est des tests d'auto-évaluation. Le dernier, je finis par là, c'est celui que j'appelle le test de la brosse à dents. Le soir, quand avant de se coucher, on va aller brosser ses dents, eh ben, vous prenez la brosse à dents de la main gauche et vous vous mettez sur le pied droit. Et vous essayez de voir combien de temps vous passez sans poser le deuxième pied. Au bout d'1 minute, vous changez de côté. Mais c'est des petites choses qui sont des carottes d'incitation pour poursuivre, justement. Et moi, je suis heureux comme c'est pas possible. Chaque fois que je vois une personne de plus de 80 ans qui me dit « Ah, docteur, on a fait le test et on le fait toutes les 3 semaines. Et là, on tient 12 secondes maintenant avant de poser l'autre pied. » Ben, je dis « C'est super, vous progressez. Hein » Tout ça, c'est des détails, mais qui doivent nous permettre d'inciter les gens à rentrer dans ces dispositifs. Et encore une fois, moi, je remercie nos amis de Toulouse d'avoir été les initiateurs, il y a une 12aine d'années, de ces démarches-là, comme nous le faisons, nous, à notre échelle, par exemple, avec le Centre départemental de médecine du sport, qui est à la Maison des Sports à Pierre-Vive, et où on essaie d'inciter les gens à se connaître. On veut leur apprendre à se connaître par l'activité. Et là, il y a 3 types de populations, ce sera mon dernier mot. Il y a les autonomes, j'allais dire, moi, les vétérans qui ont toujours pratiqué, qui vont s'adapter au fil des décennies. Il y a les fragilisés. Les fragilisés, c'est ceux qui ont les 3 disgrâces. Hein. L'arthrose, hein, ça c'est la pire des disgrâces possibles. Et les maladies cardiovasculaires. Hein, et tous ces éléments-là sont à prendre en compte. C'est pour ça qu'en amont, la consultation est fondamentale. Après, il faut avoir affaire à des éducateurs formés et qui sont au courant et qui travaillent ensemble. Donc mon dernier mot, ce sera, il faut mettre en place une chaîne de compétences autour de ce patient futur sportif, et j'aime pas le mot sportif dans ce cas-là, mais tous ces gens qui sont autour, le médecin, le kiné, le psychologue, le podologue, tous les gens qui interviennent de près ou de loin sur ces malades atteints de maladies chroniques, de façon à ce qu'on les mette dans les meilleures dispositions pour les choix d'activités qu'on marquera sur l'ordonnance et qu'on soumettra aux éducateurs sportifs qui les prendront en main. Voilà, je vous remercie et je vais vous laisser là. Bonne continuation. Merci. Les former tous autour de ça. Juste, là, pour votre consultation, vous prenez les chèques ou comment ça se passe pour le règlement? Parce qu'on peut être intéressé. Ça se passe évidemment sous la table. C'est bien connu, c'est la réputation de Dr Bénézis. Hein. On connaît tous. On a effectivement des petits problèmes en fin de mois et il n'y a pas de problème. Revenez vite nous voir en tous les cas parce que c'est passionnant ce que vous nous dites. D'ailleurs, ça me donne une idée. On va peut-être proposer au Sport Call l'année prochaine d'animer les conférences en courant. Est-ce qu'on pourrait faire une... Oui. Alors,
Je suis d'accord, la chaise, c'est plus tendance. La chaise, c'est plus tendance. Maintenant, il faut quelque chose de plus moderne, même pour nos animations, effectivement. Rester debout et même vous, peut-être, poser des questions en sautillant. Ça peut être une bonne chose. Merci à vous encore de porter ce message avec beaucoup de dynamisme, de passion, docteur Benedis, et d'enthousiasme. On vous laisse effectivement à vos consultations. Juste avant Romain, des questions à poser, peut-être, non? Est-ce que vous avez envie d'intervenir dans la salle pour évoquer un aspect sur ce sport, santé, bien-être, sport sur ordonnance? Oui, je passe la parole, monsieur. Vous pouvez nous la faire en... Non, je rigole. Merci. Jean-Claude Dubos, Blagnac, deuxième ville, et non pas Toulouse, deuxième ville, il a monté le sport sur ordonnance. Ça fait 4 ans. Voilà. Je pense qu'il y a je voudrais revenir sur une chose, c'est qu'il y a une petite différence entre le sport santé et le sport sur ordonnance. Même si le sport santé, bien sûr, le sport sur ordonnance dépend du sport santé. Mais quand vous parlez, bien sûr, des patients porteurs de pathologies chroniques, vous parlez de personnes ayant ALD, effectivement, c'est quelque chose qui est carré, enfin, qu'on connaît. Par contre, le sport santé, alors là, ça va très très loin. Effectivement, le docteur Benedis a parlé de Biarritz. Je connais un peu mon collègue de Biarritz. C'est quelque chose de très très lourd parce que ça parle à tous les personnes habitant. Tandis que nous, à Blagnac et d'autres trucs, le sport sur ordonnance ne s'adresse qu'à des personnes ayant des maladies chroniques importantes, cancer, obésité, diabète, etc. Donc nous, ça fait 4 ans que l'on fait. On a envoyé nos éducateurs formés à EFORMIP. Donc c'est quelque chose de très très bien. Nous en sommes maintenant à plus de 140 personnes qui sont venues et nous avons 25 médecins. Contrairement à ce qu'il dit, les médecins au départ n'étaient pas très enthousiastes, on va dire ça comme ça, gentiment. On en a eu 4 qui ont bien voulu démarrer avec nous et puis 4 après, on arrive maintenant à 25. Donc c'est quelque chose de très important. Et puis il y a une deuxième chose, et je termine là-dessus, effectivement le mot sport... à un moment donné, aux personnes ayant ces pathologies, ça un peu les retient parce que bon, on parle effectivement de la télévision, des matchs, des courses, des autres que l'on voit à la télévision. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus porteur, puisque nous sommes dans une société où on parle beaucoup de communication et autres, c'est plus porteur de dire sport santé que de dire activité physique santé. C'est sûr que c'est fait. Et je prendrai juste l'exemple d'une dame qui, puisque nous travaillons aussi avec l'association Riposte, qui est une association pour les femmes ayant eu l'ablation du sein suite à un cancer. Et elle se rééduque avec l'escrime. Donc la dame, elle nous dit, vous savez, je suis arrivé à 60 ans, bon, j'ai eu ce problème, et on m'a dit, il faut faire du sport. J'en ai jamais fait. Mais en plus, on me dit de faire de l'escrime. Alors je ne vous dis pas, non, mais c'est quelque chose de très bien. Donc effectivement, on espère, on a été auditionné par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale la semaine dernière, non, il y a 15 jours, pardon. Ils essayent de travailler là-dessus, mais je pense qu'il y a une petite réticence, on va dire ça gentiment, de la part du ministère de la Santé, alors que le ministère des Sports, Mme Flessel, est complètement à fond dans ce dispositif. Merci. Voilà donc pour ce partage d'expérience qui a permis de figer les choses, même au niveau du message politique. Apparemment, il y a des petites divergences de vues encore. Maria, juste... Oui, juste rapidement, de dire qu'effectivement, ouais. ce dont parlait Monsieur Dubos, c'est bien la différence entre la prévention primaire, le sport santé au sens le plus large, qui va concerner tout type de public, et c'est ce dont on parlait aussi ce matin, c'est commencer très tôt avec l'école, sans exclure aucun public après, les femmes, les personnes en situation de handicap. Et ne pas parler que de la compète, comme on dit, la pyramide du haut niveau. Exactement. Et c'est vrai que nous, ce qu'on fait, on est sur ce qu'on appelle la prévention tertiaire, donc nous, on s'adresse à un public qui a déjà une pathologie chronique, ce qui n'empêche pas d'intervenir avant pour éviter l'apparition des pathologies quand on le peut, évidemment. Quoi. Voilà. Les questions également. Dans un instant, on va passer donner la parole à Romain Lépinet, gérant du cabinet SP2 Consulting. Voilà, quelques éléments et qui va vous proposer quelques éléments de réflexion par rapport à ce qui a été dit. Et après, on se lancera effectivement dans les questions-réponses. Romain, soit au pupitre, soit assis, soit debout. Il faudrait bouger un petit peu, Romain.
C'est quand même, ça serait dommage. Sans fil, avec fil. Là, je pense qu'il est branché, celui-là. Si Romain... C'est bon, ça marche. Bonjour à tous. Pas de diaporama pour l'intervention. L'idée, alors bon, le cabinet, du moins l'approche proposée est peut-être complémentaire à ce qui s'est dit. C'est vraiment sur une approche prévention primaire, et l'objectif en fait, elle est d'essayer de donner un peu de sens et poser des états de fait ou des réflexions autour de sujets, et plus précisément un petit peu la manière dont j'ai voulu l'intituler, c'est aujourd'hui on parle de rendre le patient ou rendre le pratiquant acteur de sa santé. L'idée, c'est d'extrapoler, de se dire aujourd'hui comment la collectivité pourrait devenir peut-être acteur du sport santé sur son territoire. Alors, l'histoire du cabinet, en le faisant simple et court, il a 5 ans d'existence, accompagné par un incubateur d'entreprise régionale, Languedoc-Roussillon, et travaillant auprès de collectivités et d'entreprises pour essayer un petit peu de démystifier ce thème du sport santé qui effraie beaucoup pour les collectivités qu'on peut rencontrer sur les territoires, qu'on soit sur du Languedoc, Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Île-de-France. Quand on rencontre des élus, quand on rencontre des directeurs des sports, la première question qui arrive, c'est ça m'intéresse, mais par contre, comment faire aujourd'hui ? Et j'ai structuré sur des grands titres, moi, qui m'interpellent, et idéalement, c'est après peut-être de lancer un petit peu la discussion et les échanges avec vous. C'est le sport au centre des attentions. Ça flotte. J'ai pas l'habitude de parler, c'est compliqué. Donc le sport au niveau donc des collectivités au centre des attentions. Pour moi, c'est la première interrogation qui m'interpelle. Et je vais plus loin. Donc le sport santé aujourd'hui, outre le fait de parler de sport sur ordonnance, qui est moi à mon avis un lobbying intéressant, mais qui se restreint sur un public et sur un axe de la population qui est minime par rapport aux habitants et par rapport, on va dire, aux résidents qui sont sur mon territoire, c'est comment réussir à impulser, finalement, à structurer avec les acteurs qu'on a sur les territoires, qui soient donc du secteur sportif, qui soient du secteur de l'insertion, qui soient des secteurs aussi finalement associatifs au sens large du terme, comment on peut réussir en tant que collectivité territoriale à les amener autour d'une table. Voilà. Et à ce jour-là, en tout cas de ce que je vois et de ce qui a été accompagné en termes de collectivité et d'échanges avec des acteurs, c'est de pouvoir structurer en tout cas un triptyque qu'ils appellent, en tout cas un trio qu'ils appellent gagnant pour les collectivités qui se sont engagées dessus. C'est peut-être déjà fait, je pense que oui, c'est la collectivité territoriale, les entreprises, donc pour moi le tissu économique, aujourd'hui local, qui a un rôle important dans la valorisation et l'approche du sport et de la santé, et ensuite les associations. Voilà. Et aujourd'hui, énormément de structures, énormément de collectivités essaient d'axer, on va dire, ce qu'ils appellent leur base commune, leur ancrage, leur socle commun, autour de ces 3 volets, et mine de rien, on va dire qu'il y a des axes de synergie facilitants qui permettent de réunir autour d'une table des acteurs médicaux, parce que comme le disait donc aussi bien Jackie que le docteur Bénézis, comment aujourd'hui réunir un médecin ou un paramédical ou médical quand il fait du 7h30, 21h, et quand on lui dit qu'il y a peut-être une réunion d'information autour du sport santé bien-être à 19h, 20h. Des exemples concrets sur des villes qui sont dans le secteur proche de Montpellier. Aujourd'hui, sur des acteurs qu'on essaie de mobiliser du secteur médical, sur 80 acteurs médicaux, paramédicaux, on en a réuni 4 autour de ce sujet du sport et de la santé, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés, mais la question c'est aujourd'hui comment je peux m'organiser dans mon quotidien professionnel pour pouvoir être acteur avec vous du sujet. Donc c'est vraiment ces questions nous qui nous interpellent et sur lesquelles je pense aujourd'hui la salle présente, soit il y a des réponses universelles, et ça c'est un grand questionnement, ou alors il y a des échanges de pratiques sur de l'existant et sur du vécu qui me semblent intéressants de faire un petit peu émerger pour apporter des solutions. Voilà. Les solutions donc sur le sport au centre des attentions. On a un deuxième questionnement que j'aborde sur l'intervention, c'est le sport aujourd'hui un potentiel sous-exploité pour les territoires. Voilà. Aujourd'hui, la phrase moi qui m'a interpellé sur l'intervention, c'est le sport comme une action donc sectorielle, souvent isolée, d'autres actions publiques. Voilà, dans les collectivités aujourd'hui, quand on rencontre les directeurs des sports, on a la direction des sports, qui commence un petit peu à s'orienter sur une transversalité des services. Mais quand on parle de transversalité des services à des chefs de service, ça devient de suite, on va dire, une mince, on va dire non quantifiable de tâches à réaliser, de temps à prendre et de réorganisation. Et vu que la réorganisation fait peur pour un grand nombre, on reste finalement ancré dans nos pratiques et on ne va pas au-delà.
Et sur des collectivités, du moins où le sport santé, donc pas le sport santé bien-être sur ordonnance, mais l'approche sport santé globale, en tout cas, commence à émerger. Alors, on parlait de Strasbourg sur le sport santé bien-être sur ordonnance, avec ce qui s'est dit en positif, des fois comme en négatif, sur la médiatisation du sujet. Sur Blagnac, que je suis de près par rapport aux acteurs avec lesquels je travaille sur le territoire. Sur Biarritz, il y a plus de 250 villes aujourd'hui qui mettent en place le sport sur ordonnance. Pour ceux qui sont informés, vous l'êtes tous sur les assises du sport sur ordonnance basées sur Strasbourg. Ça fait la deuxième qu'ils ont mise en place donc cette année. Ils explosent en termes de participants et en termes de participants qui viennent prendre de l'information. Le sport, troisième thème qui m'intéressait, c'est le sport, une compétence partagée, régulièrement menacée, nécessitant d'organiser, ce terme m'interpelle, une cohérence collective. Voilà. Quand on parlait donc de sport comme une action isolée, la logique de cohérence aujourd'hui, moi je me pose beaucoup de questions quand je disais que comment la collectivité territoriale peut devenir acteur du sport santé sur son territoire. Et donc, une des premières missions, en tout cas un des premiers conseils qu'on leur apporte, c'est est-ce que réellement vous connaissez et vous avez un diagnostic territorial donc approfondi autour de vos politiques sportives et point de suspension. Et là, 1 sur 2 nous disent non. On entend qu'eux, on sait qu'il se fait ça se fait ici, ils ont un calendrier sportif qui est très intéressant, mais derrière le fait de tout fusionner, de tout regrouper, de proposer finalement un diagnostic partagé, finalement, j'allais dire, c'est pas si évident que ça à regrouper, et c'est pas si évident que ça donc à mettre en avant. Et donc quand j'entends des collectivités qui mettent en place des actions sport-santé sans forcément avoir fait en amont, j'allais dire, un état des lieux, qui est-ce que je peux mobiliser? Est-ce que je reste très fermé parce que le secteur sportif, alors sans faire, voilà, je suis sportif, je travaille avec des fédérations, peu importe, mais le secteur sportif, des fois, reste très isolé. Accepte au fur et à mesure de s'ouvrir, parce qu'on a un contexte, on va dire, fédéral qui fait que le nombre de licenciés diminue d'année en année pour énormément de fédérations. Donc une ouverture en tout cas intéressante, et une ouverture, je reviens sur ces trois acteurs, sur l'association sportive aujourd'hui, et que la collectivité et l'entreprise. Si vous voulez interagir, allez-y. Hein. Moi, c'est la réflexion que j'essaie d'avoir, en tout cas, autour de... Voilà, on poursuit Romain, et puis après, on donne la parole. Et je termine. Bon, l'idée, c'est pas de faire un laïus pendant 30 minutes sur le sujet. D'autres petites notes, et en tout cas, de sujets de réflexion que j'essaie d'avoir, sur les collectivités avec lesquelles on travaille, donc avec des universitaires, donc sociologues du sport et des experts en collectivité, c'est de se dire aujourd'hui comment je peux utiliser l'activité physique comme un outil d'attractivité territoriale. Et je parle bien d'activité physique parce que derrière, j'ai mis en fait toute l'approche intergénérationnelle. Et pour moi, le sport santé, indiqué comme un outil donc, de prévention non médicamenteux, est vraiment un outil, pour moi, sous-exploité aujourd'hui par les collectivités, parce que derrière, finalement, il y a tout un travail de recensement de l'existant. Et l'idée un petit peu, moi, de cet atelier, en tout cas, qui existe aujourd'hui sur ce thème, c'est de voir un petit peu comment, autour de ce qui se fait sur ma commune, tiens, ce que se fait mon collègue, ce qui se fait sur l'INSET. Voilà, vous connaissez certainement l'INSET et le CNFPT qui mettent en place des formations autour du sport santé. Voilà, comment aujourd'hui mettre en place un programme local de sport santé sur mon territoire. Et donc, comment faire en sorte aujourd'hui de faire émerger un petit peu ces pratiques, de faire émerger des outils, de faire émerger des projets. Et donc, d'aller s'enrichir un petit peu de chacun, autour de la table, autour de mon secteur, qu'on soit petite commune, parce qu'aujourd'hui, pour moi, cette thématique, elle peut très bien s'aborder sur une commune de 1500 à 2000 habitants, comme elle s'accompagne finalement de collectivités ou de métropoles qui sont avec des infrastructures et en tout cas on va dire une synergie économique et sportive qui est bien différente. Donc, la logique de diagnostic partagé, de transversalité technique, de transversalité des services autour du sport, de la santé et 3 points de suspension, où derrière, moi, la volonté que, en tout cas, on essaie de défendre et ce qu'on propose, c'est vraiment de faire le lien avec tout ce qui va être ces sujets, finalement, qu'on a de cohésion sociale, voilà, d'identité locale. Cette approche qu'on parle essentiellement souvent, j'allais dire, de tout ce qui est le rôle un petit peu de l'éthique aujourd'hui de ma collectivité autour du sport santé. On y intègre l'insertion par le sport. On y intègre le sport entreprise, où on vous parlait, donc Jackie, vous parlez donc des dispositifs au niveau du cross qui sont proposés. Et donc aujourd'hui, le sport santé, la manière dont je souhaite le véhiculer, et je terminerai là-dessus, en tout cas sur l'intervention, c'est essayons d'extrapoler et de sortir de l'activité physique pour l'activité physique. Entourons-nous finalement d'acteurs qui peut-être sur, on va dire, une sphère première n'auront pas de synergie directe,
mais qui peuvent être en tout cas des bons interlocuteurs, des bons prescripteurs, et peuvent nous permettre de faciliter en tout cas la mise en place d'un projet pour une commune autour du sujet du sport et de la santé. Voilà. Et ces courroies de transmission qui peuvent effectivement agir dans le sens collectif. Voilà, intéressant cette prise de parole de Romain. Est-ce que vous avez peut-être des questions pour appuyer cette réflexion et même pour avancer, Cyril ? Bonjour, Cyril Cloup, directeur de l'ANDES, l'Association nationale des élus du sport. Pour une question, je voulais dire comment généraliser ce dispositif. En fait, voilà, je sais qu'il y a des initiatives ici précurseurs dans la région notamment. Le vrai souci également d'un bon nombre d'élus locaux de savoir un petit peu comment s'y prendre, cela a été évoqué tout à l'heure, c'est la manière, la méthode. Les aspects budgétaires également, puisque dans un bon nombre de villes, cela va d'une centaine de personnes à 300 pour les grandes opérations. Mais c'est vrai que dans ce cadre-là, la question aujourd'hui aussi, se dire convaincre également les médecins, puisque les études ont dit qu'environ moins de la moitié des médecins étaient convaincus du port santé, ça il faut l'évoquer. La moitié également des personnes concernées étaient convaincues de l'intérêt de ces activités pour leur propre santé. Donc voilà, c'est un petit peu cette question-là qui, en même temps, dans l'actualité parlementaire, puisqu'un rapport a été donc publié par Belkhi Baladan à ce sujet, qui justement va aussi, nous espérons, faire avancer un petit peu cet élément-là pour une prise en charge également par l'assurance maladie, mais peut-être pas non plus la seule finalité, et aussi évoquer toute la partie communication, les expérimentations, notamment certaines assurances maladie comme dans les Bouches-du-Rhône, qui, au-delà même de l'aspect légal, y croient fortement, c'est parmi les personnes également qui sont impliquées et sensibilisées, font avancer ce dossier. Voilà, donc c'est un petit peu que moi je voulais dire simplement, comment pouvons-nous le généraliser, outre de la voie législative, l'aspect budgétaire. Donc je ne sais pas si vous avez la réponse, mais en tout cas, je peux vous dire que l'ANDES essaie de faire avancer ce dossier, car bon nombre d'élus y croient. Nous avons également un groupe de travail interne, M. Didier Larc, qui est également médecin, qui porte ce projet et qui le pousse. Mais encore une fois, c'était voilà, ces contraintes-là que je voulais évoquer. Et peut-être que vous ressentez un petit peu ces limites, éventuellement. C'est les questions que j'aimerais avoir. Les réponses, pardon, à ces questions. Voilà. Jackie, peut-être, pour des éléments de réponse ? Oui. Écoutez, je crois que Christian Benezis a dit une chose importante. Je crois qu'il faut une prise de conscience, une volonté partagée. Romain donc a cité quelque chose qui est intéressant également, c'est de faire un état des lieux de l'existence sur son territoire. Dans l'avenir, qu'est-ce qui nous attend ? Alors je crois qu'il y a quelque chose qui va être déterminant. Je pense que avant l'élection présidentielle, tout le monde a lu les programmes de tous les candidats. Oui, bien sûr. Et dans le programme de notre président actuel était évoquée la création de 500 maisons sport santé. Alors, je ne crois pas qu'il faille absolument les attendre, sinon, logiquement, ce sera des lieux effectivement opérationnels. Voilà. Je tenais quand même à évoquer cette piste, puisque peut-être avez-vous des informations plus politiques que moi-même. Alors, elles sont en cours de construction, on en est juste aux fondations. Voilà, on est juste aux fondations. Alors, nous, on sait, alors, au comité olympique, quand même, puisque vous avez bien compris que quand même, on a une volonté d'être un lieu ressource. Voilà, on s'est un petit peu posé la question. On a essayé aussi, M. Calma, notre président, a essayé d'avoir des informations. Donc, a priori, lorsque en milieu plutôt rural, il y aurait des maisons de santé médicale, en fait, ce serait une annexe complémentaire aux maisons de santé médicale. Lorsqu'on va se retrouver sur des territoires plus urbains ou des métropoles, bon, là, je pense qu'effectivement, ce sont des structures importantes qui porteront leur propre projet. Cela signifie quand même qu'il y a un besoin. Donc, je crois qu'actuellement, je vais peut-être vous décevoir, mais je vais vous dire inventaire de l'existant, comité de pilotage, et comme toujours dans ce genre d'initiative, bien une poignée de personnes qui vont être passionnées, volontaires et porter les projets. Je crois que c'est quelque chose. J'étais déjà venue l'année dernière, voilà. Donc, je crois qu'on n'a pas fini de parler de ces actions. Par contre, moi, je reviens bien sur les termes de prévention. Voilà. Et là, je pense qu'effectivement, il faut bien construire le sport, c'est un outil de prévention santé. Santé dans sa définition OMS, c'est-à-dire un état de bien-être, être bien, sur le plan physique, psychologique
et sociale. Et en ce sens, les collectivités territoriales sur le bien-être social sont des acteurs incontournables d'une santé globale et partagée. Voilà, donc les éléments de réponse, je ne sais pas si Cyril, ça convient voilà, on va juste un peu alterner les... Bonjour, je suis Linda Youfat. J'ai bien compris votre réponse, mais la problématique est que là, la solution que vous proposez, c'est à des personnes qui ont déjà une prise de conscience. Moi, quand je parle à mes élus de la notion du sport et de l'économie du sport et de tout ce que vous avez dit, cohésion sociale, insertion, ils me regardent avec des gros yeux, comme si je parlais du chinois. Voilà, moi, c'est surtout ça. Quels sont les éléments vraiment qui vont nous permettre comme un électrochoc pour les élus, puisque hier, un intervenant a dit que le sport ne peut se mettre qu'en place qu'à travers nos élus, et la difficulté est comment on fait quand les élus ne sont pas ouverts à l'économie du sport, comment s'orienter vers le privé, quels sont nos éléments pour motiver les gens, parce que tout seul on ne peut pas faire les choses. Les élus du sport qui ne sont pas forcément sensibles à ce discours. C'est vrai que c'est quand même un vrai thème aussi. Hein. Alors sur les, ça peut faire l'objet d'une table ronde. On va mettre ça. Au défi quelques élus du sport. On fait un petit quiz, Romain. On monte ça. On peut lancer un quiz interactif. Voilà. Non, effectivement, c'est une vraie problématique pour le coup, ce manque de... Oui, juste après, monsieur. Sur la logique des élus, c'est vrai que c'est totalement ahurissant d'être en contact avec des élus donc, qui ont ce rôle finalement de gouvernance auprès de la collectivité, et que quand on leur apporte, même j'allais dire en étant très pragmatique, des projets clés en main, leur présentant l'ensemble des process qui ont été établis, les résultats à N+1, N+2 en termes de dynamique locale, en termes d'économie, en termes de tourisme, comme vous dites, on peut y mettre énormément de mots-clés derrière. On est face, à un mur. Non, ça ne prend pas. Et l'élu, alors, il y en a deux sortes. Un élu, par définition, derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'il a cette vision prospective, projective, et d'aller normalement vers l'avant. Et bien souvent, j'allais dire, ceux que je rencontre, alors je rencontre peut-être pas les bonnes communes. Voilà. Il y a encore du boulot, Romain. Il faut rencontrer les bonnes communes. Parce qu'il y a les bonnes et les mauvaises communes. C'est intéressant du moins de les rencontrer pour comprendre quels sont leurs freins et quelles sont leurs craintes. Parce que voilà, le tout, c'est peut-être pas de dresser le bilan, mais de savoir effectivement, pour aller plus loin, pourquoi c'est non, pourquoi on n'avance pas là-dessus. Ça aussi, ça serait peut-être intéressant à souligner. Hein, oui, monsieur qui a une question. Donc il faut qu'on bosse avec les élus, quoi. On va leur proposer des choses. Marie-Liès qui reprend le pouvoir sur la discussion. Juste en complément, nous on travaille régulièrement avec des médecins, des intervenants sportifs, donc qui sont implantés évidemment sur les territoires et qui parfois rencontrent un soutien extraordinaire de la part des élus et parfois moins. Bon, il y a parfois, ce qui marche, en fait, c'est de montrer que ça marche, justement. Donc, en commençant par quelque chose de très modeste, de simple, ça peut être trouver 1 ou 2 médecins qui sont partants, s'appuyer sur 2-3 clubs, voilà, et montrer que la dynamique prend. Et effectivement, présenter des résultats et dire, ça existe déjà, là, sur votre territoire. Voilà. Donc, ouais. Bon, là, j'avoue que... Vous avez déjà expérimenté? Vous avez emmené? Vous voulez qu'on vienne? Comment on fait? On vient? Vous êtes où? On peut venir en délégation. Vous êtes en Guyane? On peut venir? Délégation. Non, honnêtement, on peut faire un geste. Romain, on peut envisager ça. On peut se mettre en partenariat avec Air France. On peut venir. On peut faire quelque chose. Un charter, effectivement. C'est vrai, ça pourrait être une idée. Monsieur, vous vouliez intervenir? Oui, déjà bonjour à tous. Déjà pour effectivement répondre à Madame, qu'est-ce qu'on fait dans un site quand il n'y a pas de volonté politique? J'allais dire, on ne fait pas grand-chose, hein, mais les uns comme les autres, que ce soit dans ce domaine-là ou dans d'autres, vous le savez très bien. Après, j'allais dire, vous parlez que des élus du sport. Moi, je suis un élu sur la ville de Mâcon. Je suis pas sur le sport, je suis sur le social. Et je veux dire des choses comme on nous a présenté. Effectivement, il faut, comme disait Madame, trouver un angle d'attaque.
Moi, j'avais un collègue élu sur le sport, qui effectivement était, j'allais dire, un petit peu plus sur les idées reçues qu'on a vues tout à l'heure, voilà, en disant, il y a déjà un citoyen sur 2 qui pratique le sport. Et puis quand on va à l'envers, on voit bien qu'il y a un citoyen sur 2 qui ne pratique pas, par exemple. Donc à un moment donné, il faut séduire. Et puis j'allais dire, il faut y aller, c'est tout. Moi, on a des délégations chez nous qui sont partagées. Moi, j'ai le social, un collègue a le sport, un autre collègue à la santé. J'ai dit allez banco, on y va, sur un programme qui s'appelle Active Santé, où on a effectivement des gens en grande précarité. Et puis après, on démontre que. Voilà, je crois qu'à un moment donné, ici comme ailleurs, il faut pas attendre le grand soir, il vient jamais. Donc, faut pas attendre que. Alors, tout à l'heure, on disait, l'État effectivement dit sport sur ordonnance. Alors, il se trouve que je travaille aussi pour le ministère des Sports dans le civil, et je pense qu'il faut être un petit peu plus coquin et un petit peu plus imaginatif quand on veut construire des choses. Exemple concret, on a effectivement sport sur ordonnance, on a un outil de financement pour, j'allais dire, les associations qui s'appellent le CNDS, que tout le monde connaît bien, avec des orientations. Puis ce fameux CNDS, lui aussi, lui arrive aussi d'être pas un petit peu malade, mais aussi avoir besoin de s'occuper des autres, avoir besoin d'apporter sa contribution au financement des prochains Jeux Olympiques, et c'est très bien ainsi. Donc ça veut dire ponction, ça veut dire des crédits un petit peu en moins. Mais ça veut dire aussi que quand on regarde les différents dossiers que différentes associations déposent, on voit qu'il y a cette thématique dans beaucoup de cas. Et donc, faut gratter un petit peu, et puis il faut dire, faut rationaliser tout ça. Et puis, c'est comme ça qu'on séduit. On dit, écoutez, nous, on le fait au niveau national. Faut aussi, je crois, faut pas avoir peur des termes. Faut aussi soutenir l'emploi, parce que tout cela a besoin de quelqu'un qui coordonne. Voilà, et donc actuellement, nous on est venu aussi pour ça. Sur Mâcon, on a une stagiaire qui est là à côté de moi, qui travaille sur ces problématiques, qui effectivement fait un diagnostic, parce que ça, c'est l'étape préalable obligatoire. Et puis on va gratter, on va essayer de séduire, comme vous le faites dans le privé pour monter un forum ou autre. C'est tout simple, à la fois simple et compliqué. Je crois que tout est dit. C'est vrai, la volonté en fait joue beaucoup individuelle pour ces élus qui doivent, en fait, c'est eux qui déclenchent. C'est eux qui déclenchent. Donc voilà ce qui se passe à Mâcon en Bourgogne, c'est l'imagination. Ça revient souvent aussi pour faire passer les messages. Essayer d'être malin, d'être coquin entre guillemets pour faire avancer. On n'abandonne pas la Guyane sur notre projet. Juste. Non mais parce qu'il faut séduire en Guyane. Je sais pas comment on peut faire ça. Nous aussi on va se mettre un échéancier. Ah, sur le CNDS, il est un peu privilégié. Ouais, il a des. Ouais. Juste avant. Ouais, les mains se lèvent. 2 secondes. Top, c'est fini. Madame. on va les inviter aux assises. L'idée aussi, c'est d'animer en fait et de créer sur des territoires des zones, on va dire, attractives. Très bien. Autour du sport et de la santé. Il y a des assises de sport santé. Ouais, ils vont les organiser en Guyane. Nous, on viendra. Mais on met ça en place. Oui. Bonjour et merci pour vos interventions. Donc Ludovic Pelzik du comité départemental olympique et sportif du Pas-de-Calais. Donc plusieurs questions. Monsieur a parlé du CNDS. Effectivement, le CNDS peut nous aider sur le développement des projets sportifs et notamment en sport santé également. Mais il y a un grand absent, le docteur Benezis en a parlé également hier, c'est l'État. Parce que là, on parlait des élus, mais il y a aussi les services de l'État et notamment l'ARS. L'ARS est trop souvent absent. Alors, j'interpelle Madame d'Auvergne justement qui a non seulement le CNDS mais aussi l'ARS dans ses partenaires et j'aimerais bien savoir les leviers que vous avez pu utiliser pour les convaincre. Et une deuxième question également à Madame d'Auvergne, que je félicite de son initiative. Quels sont les liens que vous entretenez aussi avec le mouvement sportif? Parce que là, pour le coup, le docteur Benoît pourra me abonder dans mon sens, puisque le mouvement olympique et sportif a vocation à faire travailler les comités départementaux et les comités régionaux à travers les emplois. Et d'ailleurs, monsieur, je rebondis sur sa remarque, les emplois des comités départementaux. On a des étudiants qui sortent des UFR-STAPS avec un diplôme APA et qui sont totalement qualifiés pour intervenir dans le sport santé. Est-ce que vous travaillez avec ces étudiants APA ou ces salariés dans les structures départementales ou régionales pour justement élargir votre offre sport santé sur votre territoire?
Merci. Juste avant la réponse, juste pour vous. Il y a plein de questions. Ah bah, je me suis présenté, je pense que tout le monde a entendu. Oui, Pas-de-Calais. Ludovic Pelzik, donc j'ai été étudiant aussi en master APA, prévention et éducation santé, et je suis chargé de développement pour le comité olympique et sportif du Pas-de-Calais. Merci pour toutes vos questions. Voilà. Alors, juste une petite précision, c'est pas mon programme. Moi, je dirige l'association que depuis 2 ans et demi. Je suis arrivée, il y avait déjà un projet qui roulait très bien, et voilà. Donc, j'ai la chance de m'appuyer sur un travail qui est fait depuis une douzaine d'années. Alors, la première question qui concernait la mobilisation des partenaires et tout ça, alors DRJACS, ARS et autres. Alors, les premiers partenaires à avoir soutenu et Formip à ses débuts, c'est Jeunesse et Sport. Les premiers à y avoir cru et à avoir toujours été là depuis, c'est Jeunesse et Sport. Je sais que Daniel Rivière, le professeur Rivière, le dit haut et fort dès qu'il en a l'occasion. Donc je suis très contente d'avoir l'occasion de le dire aussi. Après, avant la création de l'ARS, on avait eu quelques lignes de crédit sur les fonds d'intervention régionale, le FIR. Donc la santé commençait un peu avant la création des ARS à soutenir le projet. Et depuis 2013, on a un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'ARS, donc qui était 2013-2017, donc sur 5 ans, et on espère qu'il va être renouvelé. Là, parce que ça vous a pas échappé que l'année est déjà un peu entamée, mais on n'a pas encore d'indications plus précises. Donc c'est dur, comme pour tout le monde. Après, voilà, c'est de voir. On a eu la chance d'avoir des interlocuteurs peut-être à un moment qui ont ouvert la porte, et on a essayé de s'engouffrer dedans et d'empêcher qu'elle se referme. Mais c'est vrai que c'est un travail pas toujours facile. On va dire. Non, c'est pas facile de pérenniser les choses. Enfin bon, le milieu associatif, vous savez bien comment ça fonctionne. Et pour répondre juste sur les APA, oui, la deuxième, parce qu'il y a quand même 2 questions. Oui, on travaille avec le mouvement sportif dans son ensemble. On est un service, enfin, on se présente vraiment comme un outil au service d'eux. Donc nous, on est à la disposition du mouvement sportif pour utiliser cet outil. Et au-delà de ça, moi j'ai sur les 5 salariés actuels, il y en a 2 ceux qui s'occupent d'accompagner les patients qui sont APA, qui ont des masters APA, et on travaille avec certains GDOS qui ont monté des projets nous sur le territoire. Je pense par exemple à Suite du Lot, mais il y a Suite du Lot, il y a alors en fonction des territoires, ça va être plutôt porté par les directions départementales, par les GDOS, par des comités départementaux au PGV. Enfin bon, il y a vraiment des dispositifs différents, mais on travaille toujours avec les APA qui portent les dispositifs locaux, évidemment. Ouais. Voilà, on enchaîne donc Cyril dans un instant pour une question. Monsieur. Patrick Martin, je suis adjoint au sport à la ville de Tremblay en France, et la collectivité est adhérente de l'Andes, et je suis avec Anne-Marie Eugas qui est élue au sport de Montreuil. Nous sommes les 2 référents de l'Andes pour la Seine-Saint-Denis. Mon propos est le suivant. Je trouve très réducteur, alors peut-être que c'est vrai, mais en même temps je trouve très réducteur de dire qu'il n'y a pas de répondant au niveau des élus au sport concernant la thématique de ce matin. Pourquoi je dis que c'est très réducteur ? C'est d'abord, si je regarde la Seine-Saint-Denis, toutes les collectivités n'ont pas la même capacité financière pour pouvoir intervenir dans ces politiques. Et donc elles font des choix. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, elles font des choix. Si je regarde, moi je travaille beaucoup avec la ville de Sevran qui est ma voisine, les capacités financières de la ville de Sevran, c'est pas celle de Tremblay en France. Et donc forcément, en matière d'intervention politique, il y a des choix qui sont faits qui sont pas les mêmes que ceux de Tremblay. Et ça me paraît tellement évident que je ne remets pas en cause ces choix-là, parce que voilà, la capacité financière est différente. Après, il ne faut pas oublier que les collectivités, depuis 2014, elles ont subi une baisse de recettes importante. Il a fallu financer le CICE, et les 1 million d'emplois promis par M. Gattaz ne sont toujours pas là. Ensuite, on nous a supprimé la dotation globale de fonctionnement. Ça représente plusieurs millions pour certaines collectivités. Et bientôt, il y aura donc la taxe d'habitation qui va également être supprimée pour un certain nombre de familles. Ce qui est peut-être très bien parce que c'est un impôt qui est injuste puisqu'il ne prend pas en considération la capacité contributive des familles. Mais en attendant, ça va être aussi des recettes en moins pour les collectivités. Donc à un moment donné, il y a un effet ciseau qui est pour le coup important. Et effectivement, il y a des choix politiques qui sont liés, mais pas forcément à la mauvaise volonté des collectivités, mais par rapport à leur propre situation
financière de pouvoir conduire ou pas certaines politiques, notamment en matière de santé, à travers le sport. Mais c'est vrai que c'est intéressant, il y a des contraintes des deux côtés, mais est-ce que les élus aussi, voilà, dans le cas de Madame et tout, arrivent à l'expliquer? Ça, peut-être que c'est un discours qui peut se comprendre, mais oui, non, enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce qu'il y a des explications à travers l'élu? Il dit non, moi je peux pas, je suis pris, taxe d'habitation, il y a moins de recettes pour les communes et tout. En fait, c'est ça la discussion qui peut s'ouvrir aussi hein, dans ce rapport-là. Oui, moi j'essaie effectivement. Alors vous y croyez pas? Mais si, mais moi j'essaie, je garde mon enthousiasme. Vous dit là. Non, je regardais pour voir si je pouvais parler et exprimer ma volonté, mon enthousiasme. Je comprends que ce soit difficile pour les collectivités, je comprends que tout ceci a un coût. En général, il y a deux coûts en fait. Il y a un coût d'équipement sportif avec leur maintenance, et ensuite il y a un coût humain lorsqu'on veut salarier des animateurs. Voilà, vous m'approuvez. Voilà. Alors, c'est vrai que les communes sont hétérogènes, et Dieu sait si dans notre territoire, nous avons un littoral, nous avons des villes et nous avons un arrière-pays. Bon, je trouve que quand même les communautés de communes ont amélioré les choses en permettant de mutualiser les équipements sportifs et d'augmenter les moyens également. Vous continuez à m'approuver ? Voilà. Alors ensuite, ce sont des choix, évidemment. Bon, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de vous redire à quel point les comités olympiques sportifs, à leur échelon national, régional et départementaux, sont des lieux de référence, parce que le milieu fédéral apporte une pratique sportive dans les meilleures conditions financières et à des faibles coûts. Tout n'a pas besoin non plus pour être pratiqué d'équipements sophistiqués. Et on peut mutualiser. Alors, oui, je ne veux pas vous décevoir, mais c'est vraiment un problème de conviction. Déjà, puisque vous êtes là, c'est que vous partagez avec moi la conviction que l'activité physique et sportive est totalement bénéfique pour les personnes, pour les populations dont nous nous occupons. C'est un problème de conviction, c'est un problème d'astuce, d'ingéniosité, de partage et de communication. Mais je pense en tout cas qu'il faut absolument, dans nos sociétés, avec toutes leurs problématiques de maladies de civilisation, de fractures sociales, de difficultés, je pense qu'il faut porter vraiment le drapeau du sport, et c'est pour ça que nous sommes là présentement. Voilà, donc, voilà, non mais, et pas forcément mettre en rapport ça et la taxe d'habitation, par exemple, c'est ça? Non, juste, bon. Non mais voilà. Il nous a 5 minutes, les amis, parce qu'on a une grande photo de famille à faire. Et j'ai la pression de l'organisation. Alors, ouais, vous allez mettre le paquet sur le sport. Merci à Tremblay en France. On est au top. Non. Ah. Cette question-là, bien sûr, et d'avoir effectivement ces compétences. Cyril qui lève la main. Juste, ça peut se poser sans micro, rapidement, monsieur. Oui. Et effectivement, je vous rejoins sur la réduction et les contraintes budgétaires. En revanche, il y a une réflexion et une piste, et là je rejoins votre intervention, une piste à explorer, quelle que soit d'ailleurs la taille de la collectivité, sur l'optimisation des équipements. Parce qu'effectivement, on est confronté au vieillissement des équipements, on est confronté à la limitation en nombre, et même sur des ouvrages de proximité. Mais en revanche, on a du temps mort. Je pense notamment à tous mes collègues qui sont en charge. C'est-à-dire des créneaux qui ne sont pas utilisés. Qui ne sont pas utilisés ou très peu utilisés. Alors quand effectivement il faut remettre ou mettre ou proposer à un bon nombre, qu'ils soient atteints de pathologie ou non, à un bon nombre de pratiquants. On peut s'appuyer là-dessus. Découverte, rapidement, on peut s'appuyer justement et accompagner nos élus justement dans ces réflexions. Parce que souvent on est là à calculer les coûts d'exploitation de tel ou tel équipement sans faire nécessairement le rapport. Voilà. Croiser l'information avec le nombre de pratiquants, leur âge, leur motivation, les activités qu'on y met, que ce soit hybride ou autre. Et là, c'est une réelle réflexion qu'on va avoir en profondeur. Et dans cet univers, d'ailleurs, comme dans d'autres, le but, c'est d'arriver avec des solutions et de ne pas créer des problèmes. Et peut-être que ça, après, il y a un retour un peu plus positif. En tous les cas, le regard change en disant, voilà,
Nous, on peut vous apporter cette solution. Ma piscine, pendant 2 heures le jeudi, on va en faire quelque chose parce que regardez, il n'y a personne. Non, c'est plutôt ça aussi. Comment généraliser le système ? Bon. Bon, on a compris que c'est... Si j'ai bien compris, on demande un peu toujours aux mêmes de mettre au pot, effectivement, l'État. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la grosse discussion. Et apparemment, de mois en mois, c'est toujours le défi qui est proposé par bon nombre d'entre vous. Et c'est un peu le frein et le point de blocage. Bon, merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci. On va revenir un petit clin d'œil, bien sûr, à la Guyane. On va essayer de pousser le dossier à fond. On est sur quand même très, très à fond là-dessus. Juste, on va se séparer quelques instants, une petite pause déjeuner. Il y a une photo, je pense, qui est prévue, donc vous verrez dehors. Et puis on se retrouvera cet après-midi parce que là, c'est reparti pour nos discussions. Merci à tous en tout cas. Merci à vous.